Merci, professeur Verdoussen, pour cette excellente présentation. Vous avez commencé en soulignant les enjeux idéologiques et vous avez fini par un très beau manuel contre la constitutionnalisation de la règle d'or. Étant colombien, je peux vous dire qu'en Colombie, on a appliqué votre manuel avec beaucoup de rigueur quand en 2011, on a eu un débat à ce sujet-là. Nous parlons en Colombie de la crucifixion qui peut être la conséquence de l'introduction d'une règle d'or à la Constitution. La crucifixion, nous utilisons ce mot, étant un pays catholique, la crucifixion de qui? Du juge constitutionnel. Parce que, comme vous l'avez soulevé, la règle constitutionnelle pose une tension avec les trois fondamentaux, les trois sociaux. J'aurai peut-être le plaisir une fois de vous accueillir en Colombie pour que vous êtes applaudis par tout le Congrès colombien qui a appliqué votre manuel rigoureusement. Bon, j'ouvre le débat pour des questions aux conférenciers. Merci. So it works, yes. Heun from Germany. My first point is, I think there is a misunderstanding concerning the term golden rule. Golden rule in the traditional sense, that's an economic term, doesn't mean a balanced budget requirement. It means that the public deficit should not exceed the sum for investments. That's the golden rule, and one should not change the sense of this well-established expression of the golden rule. My second point is, what are the real reasons or purposes a balanced budget requirement should achieve? And I think there are three, and they are rather complicated, and therefore it's hard to reach them really. The first is fiscal sustainability. It is the interest of such a requirement that in the long run, you can sustain the budget and pay for it. But a real balanced budget requirement is almost too strict, because it's only necessary that the deficit is growing with the GDP in the relation of the GDP. That's why the Maastricht Treaty had the 3% rule, which is a very general rule, and it is also difficult to establish that as a precise rule, because the growth rate is changing, and it's also depending on the interest rate, how high the interest rate is in relation to the growth rate of the GDP. And therefore, you can only make such a general rule, where the Maastricht Treaty rule is just, I think, a viable rule. The second one is you want to avoid a burden for the future generations. And there, it's not that, and that is all quite often a misunderstanding of lawyers. It's not the payments of the future parliaments or the future state for the interest rate and the down payment of the public debt. That is not true, because we have a whole economy, and the debtors and the people who receive the money are within the same economy. So that's like a circle. It's like, you loan money to your son, and your family doesn't get richer or poorer by that. If you look at the whole family. Therefore, the process is much more complicated.
there are two ways of future burdens. There's one that's external debt, and the second one is that usually it's said that public debt does a crowding out of private investments. And there is the relationship to the investment clause or the golden rule. You want to compensate the crowding out of private investments by public investments. And that's why it makes sense to make a relationship between these two. And the problem of the balanced budget requirement is that it leaves that out, at least at the moment, as well on the national level as well as on the European level. And this might, in the long run, create problems. And thirdly, you want to have a flexible rule that allows for exceptions in times of crisis. And the problem is, the more flexible you make it, you can react to the crisis, but on the other hand, you might undermine the strict rule for the balanced budget for the fiscal sustainability. And therefore, it's always very difficult to make such a rule that works and achieves all the three purposes. And in my eyes, the balanced budget requirement, as it is done now, does not that very well. And in the long run, I'm not very sure that it will be a workable instrument of restraining public deficits and debts. Merci beaucoup. Lech Garlicki. In my country, namely Poland, there is a constitutional provision dealing with budgetary deficit, which is slightly different but still close to the golden rule, and then the ceiling which must not be exceeded. The problem is what is the real meaning of this provision. Of course, it has some quite visible political importance and is quoted practically on a daily basis in all budgetary discussions. But as far as the legal meaning is concerned, there are probably three possible situations, two hypothetical, but the third one quite real. Well, the one is that the budget adopted in violation of this provision would be unconstitutional. It's clear, but what does it mean practically? We do not have a control prealable of the budgetary law, so this decision would have been taken by a constitutional court only after. How could it influence the execution or implementation of the budget already executed to some extent? That I don't know, and I think this might be rather hypothetical situation reserved only to particularly exceptional situations. Similarly, the other function, namely the responsibility, a constitutional responsibility of those who are responsible for such a violation, this could be imagined in respect, let's say, of the president signing such a budgetary law, but the main author is the parliament, and there is no constitutional responsibility of members of parliament, so this is also hypothetical. But the third function is that this rule is used as a rule creating a so-called constitutional value of a balanced budget. And then this constitutional value is used not directly in a review of the budgetary laws, but as one of the norm of references in deciding on constitutionality of laws intervening into social benefits, limited social rights. And in my country, there is
quite visible case law of the Constitutional Court, more or less based on the argument, okay, this is the Constitution requires this particular type of a budgetary equilibrium. It is true that this particular law intervenes into vested rights or into vested social benefits, but there is constitutional justification to do it, so the law is constitutional. And this, let's say, indirect function of those constitutional rules is visible in practice, because we can quarrel whether this is right or wrong use of this clause, but this clause has a real legal meaning, at least in this perspective. Thank you. Merci. Didier Maus. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire que je suis très admiratif des trois communications que nous venons d'entendre, car elles nous ont expliqué comment on essayait de faire passer dans le droit constitutionnel positif des règles de sage gestion des finances publiques, et ça me paraît ressembler à l'exercice impossible. En tout cas, moi je déduis de ces trois communications que l'objectif d'intelligibilité, d'accessibilité de la loi, qu'en tout cas en France nous considérons comme un objectif de valeur constitutionnelle, ne peut pas être atteint. Et je pense que cet objectif est partagé par tous les pays. Il faut que la loi, et encore plus la loi constitutionnelle, soit facile à comprendre. Or, il suffisait d'entendre les trois communications pour comprendre l'inverse. Et il fallait que nos intervenants soient particulièrement astucieux, intelligents, compétents, pédagogues, pour que nous arrivions, nous, à comprendre ce qu'était la complexité du sujet. Alors, je crois que ce constat que je fais de manière un peu ironique, mais qui était quand même un constat très sérieux, repose d'abord sur une erreur sémantique, une erreur de vocabulaire. Personne ne peut définir, ça vient d'être dit, ce qu'est la règle d'or. Si vous prenez le mot or, moi je connais le nombre d'or en architecture, 1,6 et quelque chose. Je connais dans mes voyages touristiques la Corne d'Or à Istanbul, ça fait partie des très beaux souvenirs, mais je ne sais pas ce que c'est que la règle d'or pour un État. Je sais ce qu'est, en tant qu'élu local, la règle d'obligation budgétaire pour le budget de ma commune. Gilbert Orsoni y a fait référence, parce qu'en réalité, nous avons des définitions extrêmement précises entre ce qui relève du fonctionnement et ce qui relève de l'investissement. Je suis incapable de dire ce qui se passe ailleurs, mais là, je sais ce qu'est un budget en déséquilibre dans ma commune, et je sais qu'en tant que maire, je n'ai pas le droit de proposer ou de faire adopter un budget en déséquilibre. Donc, la règle d'or, c'est un concept flou qui a été inventé dans des circonstances que l'on connaît par un espèce d'accord politique que je ne qualifierais pas. Mais je crois qu'au-delà de cela, en réalité, vous avez compris que je ne suis pas très favorable à tout ce montage, sauf du point de vue de la curiosité juridique. Mais je crois que derrière cela, en réalité, on a deux phénomènes. Bon, le premier, c'est qu'on ne sait pas mettre en droit, dans une règle juridique, des questions qui relèvent de la conjoncture économique et budgétaire. La règle de droit a pour elle un caractère permanent, ce qui ne veut pas dire intangible, mais ce n'est pas une règle soumise à la conjoncture. C'est une règle qui a vocation à s'appliquer tant que l'autorité qui a établi cette règle n'a pas jugé bon d'en établir une autre. Et appréhender dans un mécanisme aussi rigide qu'un traité, plus les transpositions de ce traité dans les droits nationaux, notamment constitutionnels, d'une question qui est fondamentalement une question de conjoncture, quelle doit être l'ampleur du déficit d'un pays à un moment donné, compte tenu des théories économiques
totalement incertaine qui existe dans ce domaine. Je crois que c'est un exercice auquel on n'aurait pas dû se livrer, qui est même encore pire que ce qu'on avait fait sur le système monétaire européen. Et puis, la deuxième observation, elle est peut-être encore moins juridique, mais me paraît assez importante. C'est que pourquoi est-ce que les pays européens, et à commencer, j'allais dire le président français, ont cherché à imposer à marche forcée cette idée d'une contrainte juridique en matière d'équilibre budgétaire? Eh bien, parce qu'ils étaient incapables, du point de vue de l'action politique, de se fixer à eux-mêmes cette contrainte, et qu'ils ont cherché à donner naissance à un instrument juridique dont ils pensaient qu'ils seraient obligés de le respecter. Et donc, il y a, si vous me permettez de faire appel à la psychanalyse, une sorte de masochisme dans la création de cette règle. Nous n'arrivons pas, du point de vue de la politique ordinaire, à être sages, donc nous allons essayer de trouver des instruments juridiques qui nous obligeront à être sages. C'est pas un cas unique, hein, je le signale. Mais on a construit un instrument qui est tellement, je dirais, flou, et qui a tellement de portes de sortie, puisqu'on peut ne pas respecter l'équilibre dès que la conjoncture est exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une conjoncture exceptionnelle? À votre bon cœur, messieurs, dames. Que, honnêtement, l'effet est quasiment nul. Alors, je pourrais prolonger, mais je ne veux pas encombrer le débat, mais je trouve que ce que nous avons entendu ce matin, ce qu'on va peut-être entendre cet après-midi et demain, est un extraordinaire exemple de la manière dont on essaye de construire du droit constitutionnel dur, parce que c'est du droit, mais qui devient, par la force des choses, du droit souple. Je n'aime pas l'expression droit mou, mais en anglais c'est soft law. Mais comment, en réalité, donner un caractère dur à de la soft law, c'est l'exercice impossible, mais heureusement, nous sommes venus à Bucarest pour en apprendre un peu plus. Merci. Merci. Javier, tu voulais dire que... Oui, Javier. Javier García Roca, Complutense University. Well, I think there is a lot of confusion still in this issue in constitutional law and in financial law. You know that in Spain, we reformed our constitution in 2011 following the German and the Polish experience, and there is a very intense debate. First problem would be, are we in front of a principle, a constitutional principle, or just a trend topic, a fashion, an ideology? And it's not easy to give an answer, because if you read the arguments of James Buchanan and constitutional choice, it seems rather nice, but you can go back to Keynes always, no? And it's not so clear. We need some time. We have to wait. We have to wait until we solve if it was an ideology, ordo-liberalism and constitutional choice in USA, or it's a real principle. Of course, if we leave, generally speaking, the theoretical debate and we go to concrete questions, we will have to admit that 60% of the gross national product, it's a lot. And now we are in 90% or even more than 100. So that seems rather realistic. We have to accept that. Second point, the new generation, the future generation, which is an argument which has been used by Buchanan to spend now, paying later. No? Can you imagine if we have a credit card and we spend now, but we never receive the charge on the bank account the next month? Well, I agree with Werner that we have to distinguish between different expenses. If we are doing a structural investment, roads, universities, and so on, the situation is different than in the other case. For instance, the Second World War was paid in USA using public debt, and nothing happened. Another idea, I don't know if this debate comes too late,
because everything is inside of the European Union rules, provisions. I'm afraid that without not many participation and discussion inside of the national domestic states. Everything is there, from the Maastricht Treaty, then the Fiscal Compact 2012, and the six-pack, the two-pack, and a huge density of rules, nearly impossible to read for all constitutional lawyers. So I think we have now two constitutions, and the substantial economic constitution is inside of the European Union. I don't know if we are going back to Schmidt and Mortati that we learned when we were younger. No, that's a problem, the report between those two constitutions. Implementation, sanctions. The Spanish Constitution said that if the autonomous community do not follow the objectives, the distribution of the public debt, then federal intervention can be used. The same federal intervention that is in Weimar Constitution in German. Of course, has not been used. Can you imagine the state using federal intervention to discuss with the Catalonia autonomous community a little average, a little percentage? Well, that's not the way. The way should be where it has been said, with the role of the Constitutional Court, with the role of the control of auditors, with the role of the Stability Council that there is in Germany. We have created in Spain an independent authority, which is not independent and is not clear has authority, but we have an independent authority. So at a certain point, there are too many organs working at the same time. And I'm sure, as it has been said, I think by Mark, that a constitutional court is not ready for this job. So probably the Court of Auditors has to lodge to the Constitutional Court and to send a report, because I have worked as a clerk in the Constitutional Court. I am afraid nobody in a Constitutional Court is able to follow these complicated debates. Yes, structural measures. I feel very confident in other kind of reforms. For instance, all the Constitution and standing orders says that the bills, when the bills are presented in a proposal by the government, they have to be accompanied by a budgetary impact, a report on the budgetary impact. That is never accomplished, or it's accomplished usually in Italy and Spain in a rather poor way. That's rather important. We need to know the cost of the legislation before passing the bills. And these structural and internal measures, I think, could be useful, and not only the repressive, the sanctions in front of the Constitutional Court or the Court of Auditors. Thank you. Thank you, Javier. Please. Thank you. Simona Gherghina is my name. I would like to, at least I believe that the context of these measures is very important, the context of revival of the golden rule or of the discussion around the balanced budget. And the context was that some member states of the European Union had real difficult times in finding the incomes necessary for their budgets. So at that point in time, due to their poor access to the financial markets, the question arises that in the sense that the other member states had to ask themselves the question, are we to pay despite the bailout, the no bailout clause in the treaty on the functioning of the European Union? And at this point, the discussion on the golden rule was on the table. So the question is, are those states who are eager to find explanations and justifications and arguments for taking out or not including in their constitutions the balanced budget rule, are they ready to accept their voluntary contributions to the European Stability Mechanism? Because these are the two facets of the problem. If some member states will have no money to cover for their expenditure, then they will have to find money some other place. And if the financial markets will not give them the money,
if they will not have access to resources, then the closest solution will be for the other member states to revive the European Stability Mechanism and pay for their debts. Or my fear is that those states that are finding arguments for rejecting this idea of introducing a balanced budget rule in their constitution are also not so eager to be contributors to this European Stability Mechanism. So the question is, what will be then the solution? Where will all those states facing financing problems find their money to cover for the costs? So in my opinion, it may be seen as a sort of delay of the problem of finding an answer to the problem. But the question stays there. Where are those money going to come from? As far as the social and economic rights are concerned, the fact that we have a limitation in borrowing and deficit in your constitution, for example, as a member state or as any state, doesn't necessarily mean a direct and global limitation of the economic and social rights. It may lead to an adjustment, but an adjustment requires further legal imagination for creating the legal structures in the national rules for accommodating such limitation in terms of financing and still keeping in place the principles that are backing the economic and social rights, and finally keeping the economic and social rights at a level that is acceptable and compatible with the modern state. So I think that the discussion should go further and look more into the details and technicalities, of course, keeping in mind that the principle itself is not necessarily unacceptable due to generalities, but also specific issues may have an important contribution in finding the right answer. But this plays a lot of room for further discussion, starting from this. Thank you. Thank you. Good morning. I am Mariana Canutilho from Portugal. I would like to make two remarks on the question, two remarks on something that surprises me. First, we created an intricate system at the European level of funded, we have a common economy, a common financial system, and a common monetary system to the Euro countries. And we have huge economic problems at the EU level. And we are trying to solve this by saying every state at the national level has to solve their own problems with a balanced budget. It's strange because to have a balanced budget, we depend on many things. First of all, we depend on taxes that are paid by taxpayers at the national level. Half of the main Portuguese companies pay taxes in the Netherlands due to the possibilities opened by the EU law. Even companies, one of our biggest companies has supermarkets. Supermarkets are a physical thing, are a local thing, and they pay taxes in the Netherlands. So to ignore these problems and to try to solve them at national level makes no sense. Second, we think the golden rule, we associate naturally and do not even question it, the golden rule and the balanced budget rule with austerity measures and an adjustment, diminution of social rights. An election in Portugal costs 10 million euro. If we said this is too expensive, we won't hold elections every 4 years, we will now have elections every 8 years because we need a balanced budget, everybody would say that's not constitutional. We cannot go back that way. We say the same thing about social rights and no one questions the trajectory that we are making. So these are my two remarks. And I have a question because this really, really strikes me. Who are future generations? The argument about future generations, I think it's the most misleading argument in this whole discussion. Who are future generations? People who are not even born yet and that will be adults in 50 years' time? We don't know what will happen in 50 years' time. There can be a nuclear war or a natural disaster and we will all be dead.
with the Portuguese birth rate, there will be no Portuguese in 50 years' time because people have no money, so they have no children. Or more, I hope more probably, there will be advances and new things that we cannot imagine today. There will be an increase in productivity, at least that's what has been happening in history for the last 200 years. There will be technological innovations. So we don't know. So I don't think it makes sense to think this in the long run. In the medium run, future generations can be today's children or children that will be born in 5, 10 years' time, so that they will be adults in 10, 15, 20 years' time. And this is my biggest concern, because children are the most affected category by the crisis, by the austerity measures. There's a recent UNICEF report about the situation of children in Portugal with very recent numbers. It came out in October. One in every 4 Portuguese children lives in poverty. They have been the single most affected category by the crisis and by the austerity measures adopted both by the national legislature and imposed by the EU. They are really, really affected by decreases in investment and by decreases in public services like schools and hospitals. So when we are talking about future generations, we're not protecting them. These are the future generations, the children that are already here, and we are affecting them very, very seriously. Even when we have measures like the diminishing, cutting on pensions, saying we have to have a sustainable pension system so that our children will have pensions as well. Well, when the investigations and the numbers show, and in this report, they listen to children as well, there are lots of interviews with children. Grandparents are paying for education and for food and for electricity, because the number of couples with both parents unemployed has risen in 700% in the last 4 years. So even a measure that seems to only affect people over 65 is really affecting children and future generations. So I think this is much more complicated than when we say, oh, we are protecting future generations with the balanced budget rule. Thank you. Thank you very much. George. Well, before proceeding to my normative remark, I will begin with a factual remark that will be substantiating the normative. If in Japan or in the United States there was a valid norm similar to the fiscal pact as binding law, then neither the Abenomics nor the quantitative easing that the Fed Bank is applying would be legal. Therefore, economic policies very different than the austerity measures that we apply in Europe would not be legally permissible. You understand that this is not just a factual thing. These policies work much better than the austerity measures in Europe. This brings on 2 important normative things. The one already mentioned by Xavier, that the fiscal pact changes essentially the national economic constitutions. And the second remark, even more important, it harms essentially the democratic principle. Why it changes the national economic constitutions? In Europe, having both protection of property and economic freedom and social rights and the fundamental principle of social state, we have an economic constitution that allows every possible initiative of the legislator, except of 2 extremes that forbidden. One extreme is socialism, in the sense of expropriation of all means of production. The other extreme is laissez-faire liberalism, unregulated market in the sense of the capitalism of the 19th century. If we admit not the golden rule, very
constantly it has been said that it is not a golden rule, that's a much more rigid version of the rigid rule that the fiscal pact implies, then we have additional limitation to the role of legislator that practically does not allow him to proceed to measures of social nature. What the Portuguese colleague said echo perfectly my thoughts. I want just to remind you what Keynes was saying for a state that would insist on creating surpluses. He said that the surpluses constitute a robbery of the next generations because they deprive them of the necessary infrastructure that this money could build. And have that in mind, you understand why this is also contrary to the democratic principle. Because between very many possible economic policies, only one, the neoliberal orthodoxy, is imposed. How can that be democratically accepted? Thank you, George. One last intervention, and then I will go back to the another one. Please be brief, because we just have 10 minutes to finish. Yes, please. My name is Martin Bello from the University of Sofia. I was challenged by the presentation of the Portuguese colleague, so that's why I decided just to say a few words. I think we are reshaping the rules of the European financial game, on a non-solid basis. So the new rules are based on a very shaky ground based on several dysfunctionalities: structural, ideological, and also substantial. The first problem is that both influential European ideologies, the new liberalism, which was very influential to the newcomers of the EU, and the social democratic and Christian democratic consensus based on welfare state, are actually targeting issues from the past. So the left ideology is actually targeting the workers from the 19th century, not giving answers to the questions of the 21st century. How can we build a kind of sustainable development based on enhancement of the education and culture? So the question is not of workers' rights, the question is of enhancement of knowledge-based economy. And the new liberal model has led to several dysfunctionalities in the new EU member states, basing institutions of the education and healthcare on a non-sustainable, laissez-faire basis. Another structural problem is that we are applying universalist standards, for example, balanced budget rule, and so on and so forth, on countries which have very different traditions and very different contexts. So the problem is that we don't have really cohesive economics, really cohesive and coherent and comparable tax systems. For example, in Bulgaria, you have 10% flat rate, and you have proportionate and very high taxing systems in the Scandinavian countries. So can you apply a general balanced budget principle on countries which have so diverse taxing systems and so diverse economic backgrounds? And in my opinion, the adoption of the balanced budget rule principle at the moment is really dribbling in the center without defending or attacking, because actually first we should give the substantial answers on the ground and then conceptualize a kind of broad answer. Thank you. Thank you very much. Une dernière intervention. Merci. Je m'appelle Tatiana Maslovskaya à l'Université d'État de la Biélorussie. Monsieur Marc Verdusin a bien remarqué le problème d'effectivité des normes constitutionnelles budgétaires. Si vous permettiez, j'ai les questions suivantes. Est-il utile de mettre dans les constitutions des règles financières? En ce qui concerne les pays de la communauté des États indépendants, toutes les constitutions ont les règles budgétaires. Certaines constitutions ont les chapitres séparés concernant ces règles. Par exemple, en Biélorussie, en Géorgie, en Moldavie, en Ouzbékistan, ont les chapitres séparés.
Une des exigences principales constitutionnelles, c'est l'équilibre du budget. La compréhension de cette menace est devenue le mobile pour l'acceptation des mesures de prévention spéciale des déficits budgétaires. La Constitution de l'Ukraine fixe que l'État aspire à l'équilibre du budget de l'Ukraine. Cette norme est reflétée dans le code budgétaire de la Biélorussie, c'est la loi organique chez nous. Les questions principales, les règles sont établies, mais rarement ils sont obligatoires en réalité. Et je pense que se pose le problème d'effectivité de ces règles. Merci. Merci. Alors, je donne la parole au conférencier, peut-être 3-5 minutes pour chacun, excusez-moi. So, we start with Professor Stock. Thank you very much. Nous avons entendu des observations très riches concernant les problèmes en général et aussi plus intéressant les situations des différents États membres de l'Union européenne et aussi sur le droit européen. Je veux faire seulement 2 remarques. Première remarque, c'est la génération du futur. La génération du futur ne signifie pas que l'État peut réduire les dépenses pour la jeunesse. Il y a des obligations de l'État pour la jeunesse, pour les enfants. Et j'ai mentionné quelque chose sur la notion des investissements et j'ai dit ce sont non seulement les investissements classiques, bâtir des chemins de fer, etc., mais aussi l'éducation, la recherche. C'est très important. Et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi est fait cette division entre la jeunesse, la future, la génération future et les dépenses de l'État au moment concernant la jeunesse. Deuxième remarque, c'est le professeur Galitsky a dit quelque chose de très intéressant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle polonaise. Il a dit on utilise l'équilibre budgétaire comme argument constitutionnel s'il y a des réductions des prestations de l'État. C'est très intéressant d'utiliser cet équilibre budgétaire dans ce sens. Il faut discuter ça, il faut particulièrement discuter quelles sont les prestations qui peuvent être réduites. Et ça a une connexion avec ma première remarque, la jeunesse, la génération de futur. Je veux peut-être, la troisième remarque, c'est j'ai observé qu'il y a quelques doutes concernant la normativité de ces règles. Je crois qu'on ne peut pas parler du texte, du papier. Toutes les normes sont notées sur le papier. C'est des textes, mais c'est la normativité. Et ça est à observer. Je crois que cela suffit parce que les 2 autres orateurs ont aussi la chance de rappeler quelque chose. Merci. Merci. À mon tour, peut-être, oui. La chance ou le risque, je ne sais pas. Oui, je crois que ce débat est très révélateur. D'abord, beaucoup d'interventions
qui ne sont pas des questions, parce que souvent dans les débats, il y a beaucoup de questions aux intervenants. Là, nous avons des interventions très riches et qui permettent de développer certains points de vue. Alors, moi, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait important et qui ressort en fait aussi, je pense que ça ressortait de nos interventions à nous, mais ça ressort également des interventions de plusieurs d'entre vous, c'est la difficulté d'évoquer, de donner une dimension véritablement constitutionnelle à ce qui est un problème, j'avais dit, mais d'autres l'ont dit, qui est un problème politique, qui est un problème économique, qui est un problème financier. Et donc, on est mal à l'aise dès lors qu'il faut constitutionnaliser véritablement une dimension comme celle de l'équilibre budgétaire, qui, alors si qu'on en fasse une règle constitutionnelle ou pas, peu importe, dès lors qu'on veut appliquer de manière stricte la question de l'équilibre budgétaire, ça a des conséquences, plusieurs l'ont dit, Portugal, en Grèce, bien évidemment, mais dans d'autres pays aussi, même si c'est souvent un degré moindre, l'Espagne aussi, ça a des conséquences sur, j'allais dire, des droits fondamentaux, et ça a des conséquences sur la situation économique et sociale de beaucoup d'habitants. Bon, alors, cela dit, il y a quand même, je crois que c'est là où on a la difficulté de l'exercice. Donc, c'est que les États qui ne font pas d'équilibre s'endettent. Alors, il y a des degrés dans l'endettement. C'est vrai que l'Union européenne avait fixé des limites que beaucoup dépassent. Et qu'en dehors de l'Union européenne, je suis d'accord avec l'intervenant tout à l'heure, certains dépassent encore plus. Le Japon, on est à 230% d'endettement par rapport au produit intérieur brut. Sauf que on ne fait pas de la rigueur budgétaire, ou je dirais du sérieux budgétaire, je préfère le terme de sérieux, que de rigueur et encore moins d'austérité, on ne fait pas du sérieux budgétaire pour le plaisir. Le problème étant quand même, la question de soutenabilité a été évoquée, de pouvoir soutenir un endettement trop fort dans un budget. Et ça, c'est un problème purement national. C'est-à-dire que si l'endettement est extrêmement fort, on a d'abord une charge des intérêts de la dette, sans parler de ce remboursement, qui est très élevé, et ça limite d'autant les marges budgétaires dont on peut disposer. C'est-à-dire que ça limite d'autant les dépenses pour l'éducation, etc. Donc, il faut éviter quand même d'arriver à des niveaux d'endettement trop élevés. D'autant plus que, alors c'est pas le cas du Japon justement, qui a pu s'endetter à ce point-là, parce que sa dette, elle est nationale, elle est interne. Mais dès lors qu'on va se financer sur les marchés, on l'a vu dramatiquement effectivement pour des pays comme la Grèce ou l'Espagne, dès lors qu'on va sur les marchés, on est dépendant des marchés. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et on perd de sa souveraineté vis-à-vis des marchés. Et je pense qu'il faut quand même essayer d'éviter d'arriver dans ce type de situation. Bon. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille faire de l'équilibre, justement, une règle absolue, etc. Il faut avoir un minimum de sérieux budgétaire et éviter, voilà. Bon. Et de ce point de vue, la règle des 3% me paraissait déjà plus pertinente que le fameux déficit structurel à 0,5. Parce que en dessous de ce seuil, on peut déjà commencer à se désendetter. Et évidemment, il faut tenir compte des situations conjoncturelles. Voilà. Bon, je pourrais développer beaucoup d'autres choses. Bon, sur la question des générations futures, moi aussi, ça m'interpelle beaucoup. Encore une fois, il ne s'agit pas de sacrifier les générations futures aujourd'hui par des politiques d'austérité trop fortes, je suis évidemment d'accord. D'un autre côté, je ne peux que répéter ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut quand même éviter de s'endetter trop fortement sur du fonctionnement. Quand on s'endette sur l'investissement, c'est pas grave, parce que justement, on travaille pour les générations futures. Et de ce point de vue, les dépenses d'éducation, c'est très largement aussi, et de recherche, c'est de l'investissement. Bon, ça peut apparaître dans les budgets comme du fonctionnement, mais c'est en fait de l'investissement pour l'avenir. Voilà. Merci. Marc. Oui, je ne vais pas être très long, mais donc pour répondre à la question de notre collègue biélorusse, donc vous me demandez si c'est utile de constitutionnaliser la règle d'or. J'ai essayé de montrer que d'abord c'est pas utile, et j'ai évidemment invoqué beaucoup d'arguments pour cela. Le plus important me paraissant être que je crois sincèrement que les cours constitutionnels, en cas d'infraction à la règle d'or constitutionnalisée, n'exerceront qu'un contrôle très ample, très large et pas du tout très strict.
Et donc, ça met en cause évidemment l'effectivité de cette constitutionnalisation. Mais j'étais beaucoup plus loin que cela parce que j'ai essayé de montrer que non seulement ce n'était pas utile, mais qu'en plus de cela, selon moi, ce sont des opinions que j'assume évidemment, cela risque d'entraîner des conséquences très néfastes pour le constitutionnalisme. Alors pour plusieurs raisons, celle qui me paraît la plus importante, c'est effectivement la conséquence que ça peut avoir sur le respect des droits fondamentaux. Alors je sais bien, on va me dire, oui, mais la règle d'or n'empêche pas les États de respecter les droits fondamentaux. La règle d'or préserve tout de même une marge d'appréciation au profit des États. Oui, bien sûr, mais moi, ma plus grosse crainte, c'est que les États se réfugient derrière la règle d'or comme une sorte d'alibi pour effectivement mener des politiques qui sont néfastes pour les droits fondamentaux. C'est ça qui est le plus dangereux. Et alors on me dira, oui, mais alors on ne vais pas revenir sur ce débat, mais on me dira, oui, mais les générations futures. Moi, je partage beaucoup d'opinions qui ont été émises ici autour de la table. Au nom de quoi, aujourd'hui, va-t-on sacrifier ou sacrifierait-on les générations présentes pour préserver les intérêts de générations futures dont on ne connaît absolument rien? C'est une question qui est tout à fait fondamentale. Mais j'admets évidemment que quand je dis tout cela, ce sont des propos qui sont idéologiquement très orientés. Hein. C'est évident. J'ai commencé mon exposé en disant